Bienvenue au vestiaire et aujourd'hui, on a une surprise, mais on va le dire à la fin. Parce qu'on va commencer avec les 25 ans de Katabatic, ce qui n'est pas rien. On reste sur l'eau parce qu'on parle de pêche avec François-Xavier Thibault. Fort intéressant, là. Les liens sont parfaits jusqu'à maintenant. Sinon, sport majeur, je vous le dis, on a le fan numéro 1 en Maxime Jodoin qui vient faire son tour au vestiaire. Son équipe a coulé. Ouais, on reste dans l'eau. Et sinon, on termine le tour avec nos prédictions. Et juste vous dire qu'on est sur la coche cette année. Bon vestiaire tout le monde. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Ils célèbrent leurs 25 ans. On les voit partout sur les cours d'eau dans Charlevoix. Katabatic. Sébastien, bonjour. Bonjour. Sébastien qui est rendu un habitué du vestiaire maintenant. Un ami du vestiaire. Hein? Oui. Écoute, Sébastien, Merci de m'accueillir. on fête les 25 ans déjà aujourd'hui de Katabatic. J'imagine que tu as l'impression d'avoir décollé ça hier. Tout à fait. Ça va tellement vite, là. Puis tout d'un coup, on se dit, hey, on regarde en arrière, 25 ans. C'est allé effectivement très rapidement. Ça a commencé en 2001. Comment ça a décollé? Parle-nous un peu des débuts. Comment c'est arrivé dans le décor? En fait, les débuts de Katabatic, c'était beaucoup de construction et d'implication de ma part. Là. Je voulais lancer, mon idée était de lancer une entreprise de kayak de mer guidé dans la région. Étant originaire d'ici, puis je voyais que le kayak de mer était en plein essor au Québec, mais qu'il n'y en avait pas directement ici dans notre région. Donc, je voulais lancer ce produit-là, produit de qualité, avec des excursions, mais aussi des expéditions, de la formation. Puis, je voulais distinguer l'entreprise par un fait singulier. J'ai commencé à construire les kayaks pour qu'on ait une flotte de bois. Donc, pendant les 3 premiers hivers de Katabatic, j'étais affairé là, à construire dans mon garage une flotte de bois, de kayaks de bois et d'époxy. Donc, j'ai construit 36 kayaks dans les 3 premiers hivers. Et puis, non, je n'avais jamais fait ça auparavant. Je me suis acheté un livre, je l'ai lu, je vous dirais, 2 fois plutôt qu'une. Et puis, je me suis lancé. Ils ne sont pas dans le fond de la rivière, là. Non, mais en fait, on en a encore plusieurs de ces kayaks-là là, qui ont été restaurés 2 puis 3 fois, là. Puis qui font encore très, très bien leur travail, mais certains sont à la retraite. Là. Mais ça prend combien de temps en faire juste un, mettons? Ouais. Ça me prenait 80 à 100 heures par unité. J'en faisais 10 à 12 par hiver. Donc, vous pouvez calculer. Rendu aux étapes finales, au sablage, là, je faisais venir des amis et puis pour en repartir un autre? Non, pour minimiser, en fait, la partie qui était vraiment la plus monotone, là, c'est des heures et des heures de sablage là, pour avoir un beau produit fini. Là. Donc, ça, on le faisait en gang, mais tout l'aspect construction, ça, je l'avançais. Ça te fait de pincement au cœur de passer, mettons, de kayak en bois au kayak plus en plastique? Il y a toujours un peu de nostalgie là, quand on passe d'une étape à une autre, mais en même temps, je construisais pas assez vite pour vraiment développer l'entreprise. Et puis, je me rendais compte aussi que ce temps-là, il fallait que je le récupère pour développer le recrutement, la formation, le marketing, parce que je faisais que ça là, pendant les premiers hivers. Est-ce qu'au début, on pensait justement faire 25 ans là-dedans? Non. Quand on se démarre comme ça, c'est pour un bout indéterminé, là, mais on n'a aucune idée de cible, là, de le faire pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Les installations, ça fait pas 25 ans que vous êtes là? Non, effectivement. Donc, on a lancé en 2001 des excursions kayak de mer guidées. Puis là, on a fait plusieurs tests. Là. On a opéré à Cap-à-l'Aigle, on a opéré longtemps à Saint-Irénée, à Saint-Siméon, à Baie-des-Rochers, à Petite-Rivière-Saint-François, 2 étés, à l'Île-aux-Coudes, 2 étés. Et puis, en 2007, on a fusionné puis acquis l'entreprise Air du Large. C'était Air du Large qui était à Baie-Saint-Paul auparavant, qui, eux, avaient démarré en 98. Donc, ça fait depuis, dans le fond, 98 qu'il y a une entreprise de services touristiques et de plein air sur le quai de Baie-Saint-Paul. Puis nous, en 2007, on a fusionné les 2 entreprises. Pascal, l'ancien propriétaire, est resté avec moi gérant pendant les 2 premières saisons. Et puis ensuite, eh bien, on a vraiment développé l'entreprise pour qu'elle devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Katabatic connaît de plus en plus de succès. Est-ce qu'on peut dire que la clientèle augmente d'année encore, chaque année? Il
il y a des années, il y a quelques augmentations, mais il y a des années très, très différentes parce que là, dans les 5 dernières années, on a vécu des choses quand même particulières. On peut dire ça. Il y a eu les phases de la pandémie, il y a eu l'été de l'inondation, qui sont des années vraiment atypiques. Donc, c'est difficile là, pour nous de faire une ligne temporelle là, à cause des dernières années. Mais on peut dire que oui, on a un bel essor et puis que la demande des clientèles pour les activités de plein air s'est trouvée renforcée après la pandémie. Est-ce que le profil a changé de la clientèle? Est-ce qu'avant, tu étais plus jeune, puis là, c'est plus des monsieur, madame, tout le monde? J'allais voir qu'est-ce qu'il va dire. Il est plus vieux. On a un profil vraiment assez diversifié. Il s'est élargi avec le temps. On a des gens qui viennent beaucoup en famille, là, surtout pour le produit de la Rivière-du-Gouffre, parce qu'il est accessible, il est facile. Avec leurs jeunes, à partir de 4 ans. On a beaucoup plus maintenant, depuis quelques années, de clientèle scolaire, donc des groupes scolaires de la région, mais aussi des régions limitrophes, du Saguenay, de Québec. Certains groupes de Montréal descendent faire leur classe finale en juin ici, font notre activité et d'autres activités comme les parcs. Donc ça nous occupe là, sur le début de la saison, en juin. Les clientèles aussi d'agences de voyage se sont élargies. C'est comme devenu un produit d'appel. Mm-hmm. On peut dire effectivement que le plein air devient un produit d'appel, oui, qui est assez large pour attirer la très grande majorité des publics, en autant qu'on a des activités qui sont sécuritaires puis accessibles, puis qui sont assez grand public, là, qui ne sont pas nécessairement dans l'extrême. Nous, on n'est pas justement dans les créneaux très, très extrêmes. Le territoire se prête bien à ça aussi. Oui, puis on a aussi des jeunes retraités. Là. On a des gens là, qui viennent jusqu'à 60, puis on a même quelques doyens dans le début de 70, d'année en année, qu'on voit là, venir faire nos activités, qui sont en fond. Qu'est-ce que la clientèle dit après une randonnée ou une excursion? Est-ce que c'est bon, la facilité du produit ou le décor ou même les locaux? J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas nécessairement la rivière non plus. Bien, non, là-dessus, je te reprends un peu. On est chanceux, puis on le voit là, comme vraiment là, comme une belle preuve d'engagement, mais on a quand même une bonne proportion de gens régionaux, de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix qui nous visitent, qui viennent faire la rivière, qui nous en parlent. Première des choses, il y a plusieurs de leurs jeunes depuis une dizaine d'années avec les concentrations plein air qui viennent faire la rivière aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, quand j'ai commencé à donner des cours de kayak, début des années 2000 aussi, plus du côté de la Malbaie, il y a des jeunes là-dedans qui, maintenant, ont des jeunes familles, donc qui ont pu aussi, maintenant... Mais c'est une bonne nouvelle qu'on s'approprie notre rivière. Oui, vraiment. C'est pas tout le monde qui la connaît, c'est pas tout le monde qui l'a pratiqué, mais quand même, la proportion est significative. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, qu'est-ce que les gens disent ou qu'est-ce que les gens viennent chercher? Beaucoup de choses. Bien, première des choses, de l'aventure, un petit goût du risque, sortir un peu là, de la routine, essayer quelque chose de nouveau. Juste le contact avec la nature, pour certains. D'autres, c'est juste l'aspect physique. Pour certains, c'est un peu de tout ça. C'est pas si évident que ça, des fois, de déceler avec justement les clientèles à qui on parle, c'est quoi qui les... Pourquoi leur fait pétiller les yeux, là, c'est pourquoi, là, mais à discuter avec eux. Puis souvent, quand on est dans des excursions guidées, bien là, on a plus le temps d'échanger, puis on se questionne justement là-dessus, sur c'est quoi qui les attire. Mais ça peut être plusieurs de ces raisons-là évoquées. Mais ce qui est un dénominateur commun, c'est qu'à la fin, là, la plupart des gens qui n'en avaient jamais fait sont fiers d'eux parce qu'ils ont, ils ont passé à travers un inconnu. Et puis, dépassement de soi. Exactement. Et ce sentiment-là, c'est ce qui m'anime encore le plus de voir chez les gens là, après toutes ces années. Une des clés où les gens reviennent année après année, c'est de faire de la variété. Donc, est-ce qu'il y a des nouveautés pour 2025 en termes de parcours, d'activités que vous offrez? Oui, en fait, pour cette année, on s'est gâté un peu, puis on s'est questionné en équipe sur qu'est-ce qu'on voulait faire pour de nouveau, ou surtout là, pour souligner là, ce passage-là là, d'un quart de siècle. La première des choses, bien, on a remis sur place des excursions qu'on a déjà faites dans certains villages.
Donc, on va refaire l'excursion de kayak de mer de journée complète à Capalègue, au Gros Capalègue, parce que c'est un endroit où on peut observer du mammifère marin, où on n'allait plus depuis le début de la pandémie, donc depuis 2020. Fait que ça, on va le faire plus sur une base événementielle. On veut aussi refaire sur une base événementielle des passages à la baie des Rochers, à l'extrême est de la région, après Saint-Siméon. Et puis, plus du côté de Baie-Saint-Paul maintenant, ce qu'on planifie, c'est un bel événement qui aura lieu le 5 juillet, qu'on va appeler Pagaie en fête, et qui aura plusieurs volets. Le premier, c'est que notre descente va être offerte pour les gens de la région là, à un tarif vraiment amical, à 25 $. Donc, ça, on aimerait que les gens de la place se l'approprient encore plus. Donc, pour cette journée-là, ça va être vraiment accessible au niveau du tarif. Et puis, il va y avoir des ateliers aussi de formation gratuite dans la baie à partir là, à partir de la marina, là, de la dune, avec kayak, avec planche à pagaie. On veut aussi animer le site, donc sur l'espace gazonné, vous savez, là, à côté de nos installations, là où il y a des jeux publics. Bon, cette journée-là, on va installer des jeux gonflables, un food truck, un DJ set. On veut animer le site, que ce soit vraiment festif pour cette journée-là. Et puis, certains partenaires aussi vont être invités là, à nous rejoindre avec leur offre de service pour cette journée-là, pour animer l'espace du quai. Ça va être toute la journée du 5 juillet. Si vraiment on voit qu'on est pour avoir l'orage, on va décaler au dimanche. Okay. Puis le dernier volet de cette activité-là, ça va être une tombola, donc un tirage avec un kayak, un SUP, puis beaucoup d'activités de plein air de la région. Ah ouais. La totale, comme on dit. Si on veut avoir des informations, dans le fond, le meilleur moyen, c'est la page Facebook, j'imagine? Page Facebook, site Internet. Là, je vous parle de l'événement, mais il n'est même pas encore diffusé. Donc, on a un scoop. Je voulais être sûr de le lancer d'abord ici avec vous. On l'apprécie. Merci beaucoup. On l'apprécie. Mais justement, on s'entend qu'il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter, peu importe, mais allez sur les pages Facebook, votre site web. Exact. La précision sur la programmation va être en ligne là, à la fin du mois de mai. Mais les grandes lignes sont là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 25 prochaines années? Hey, la grande question, j'aime ça. Bien, première des choses, continuer ce développement-là avec des clientèles qu'on n'a pas encore reçues. Vous savez, notre mission, c'est simplement de créer un engouement pour les sports de pagaie, de créer un engouement pour les activités de plein air dans Charlevoix. Donc, de poursuivre cette vague-là là, pour accueillir de nouvelles clientèles. Pour nous, ça, c'est déjà formidable. Mais pour les 25 prochaines années, écoutez, je nous souhaite de poursuivre sur cette belle lancée. Là. Ah, puis qu'on ait des saisons stables. Et ouais, ce serait le fun, ça, des saisons prévisibles. Oui, normales. Comme celle qui s'en vient. Là. On a un beau printemps. Là. On voit que la crue est comme normale, donc c'est pas inquiétant. Là. Donc pour nous, là, c'est déjà la base. Puis en terminant, on en avait parlé lors de ta dernière visite, justement. Est-ce qu'il y avait eu des dégâts pas mal suite aux inondations? Ça s'est passé comment, 2024? Bien, 2024, c'était une belle saison. Première des choses, là, c'était un été météorologique superbe. Là. Il a fait beau, il a fait chaud, c'était très sec. Même, c'était des niveaux records de niveau bas de la rivière. Donc, pas mal plus facile à gérer en termes de sécurité. C'est quand il y a moins de courant à ce moment-là. Exact. Et pas mal plus attractif aussi là, pour les gens en vacances. Là. Donc, c'était une belle saison dans l'ensemble, 2024. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au printemps. Oui, c'est ça. On était comme au début, là. Pareille date. Ouais. Et tu m'as parlé tantôt hors d'onde, là, du nombre de. C'est quoi, en tonnes? De déchets récupérés? Oui, mais en fait, dans l'année 2024, on a aussi poursuivi sous mandat avec la Ville de Baie-Saint-Paul le nettoyage environnemental de la rivière. Donc, on a fait plusieurs semaines au printemps sur la rivière du Gouffre jusqu'à début juillet. Et on a surtout travaillé fort à l'automne sur la rivière des Mares pour nettoyer le secteur qui avait été le plus touché par l'inondation. On le sait, c'est là où avait passé le gros du matériel, des roulottes de camping. Donc, avec notre équipe, là, on a travaillé un bon mois à ramasser des tonnes de déchets. En fait, on a quantifié 50 tonnes de déchets. Pas de sens. C'est pas juste des bouts de papier, on s'entend, c'est des morceaux de roulottes, littéralement. Oui, c'était du solide. Là. Puis comment des morceaux de roulotte. Est-ce que vous les récupérez via la berge ou vous y allez en canot puis vous...
Tant qu'on Quasiment a avec une pu, barge, sur la ou- rivière du Gouffre, on y allait de manière nautique, donc avec nos embarcations, puis avec une embarcation plus grosse, un raft, un gros raft, sans les cloisons internes, qu'on se servait comme d'une barge. Puis ensuite, sur la rivière des Mares, ben là, c'était plus des opérations terrestres. Il y avait presque plus d'eau. C'est vrai, hein, tout était sur le côté, ces rives, puis... Exact. Donc, on a découpé en portions là, les châssis de roulotte pour pouvoir les déplacer. Écoute, un gros merci Katabatic d'exister. Bonne fête. Plaisir. Et on vous souhaite que du succès pour 2025, mais les 25 autres prochaines années aussi. Merci, c'est vraiment Merci, apprécié. Sébastien. Merci, À bientôt. Sébastien. Chronique chasse et pêche avec FX. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fond. Et on va pouvoir commencer la pêche bientôt, FX. Oui. Y a-tu, comme la préparation un peu lorsqu'on parle du chevreuil, y a-tu quelque chose à faire pour la pêche? Ben, en premier temps... Acheter des verres. Oui. T'es fort. On peut se procurer notre permis de pêche. Pour commencer. Ensuite, renouveler notre équipement, vérifier l'artillerie qu'on a dans notre coffre, les cuillères, les bas de ligne, nos mouches, les casse-lignes déjà prémontées, vérifier notre moulinet. En tout cas, je veux juste dire que tu as tellement raison parce que moi, c'est le permis de pêche que j'oublie tout le temps avant de partir et le coffre de pêche, quand je l'ouvre, je fais comme « Hi! » Oups! Fait que c'est des bons Ça, points c'est à la date, base. FX. C'est- Ouais. le fils, c'est une bonne durée de vie généralement ou faut-tu changer à chaque année? Ben, Ou, je fais une parenthèse. OK, on va parler des fils à pêche. Exemple, au niveau des lancers légers, on peut soit y aller avec un fil monofilament qui est translucide, transparent. Le monofilament est fait à base de plastique. Ça va être très élastique, mais ça sèche. Fait que ce que je recommande, si vous pêchez pas trop souvent, peut-être aux 2 ans, remplacez-le. Puis si vous pêchez tous les ans, vous aimez le monofilament, vous pêchez beaucoup, remplacez-le à chaque année. L'avantage du fil tressé, quelqu'un qui pêche énormément, il peut faire 1 ou 2 saisons avec son fil tressé s'il pêche beaucoup. Quelqu'un qui pêche pas énormément avec du fil tressé, tu peux faire 4-5 ans. Fait que l'avantage, souvent, exemple, bobine de fil monofilament du 12 livres ou du 8 livres, peu importe, va se détailler, mettons, 10 $. Puis si tu mets 10 $ aux 2 ans, ça va te coûter 20 $. Tandis que là, tu peux mettre 3 ou 4 saisons avec une bobine à 30 $. Fait que Ton calcule 12 livres devient du 5 livres, devient du 4 livres. Ben, c'est pas très résistant. Puis du monofilament, pour faire une légère parenthèse, comme on voit sur l'illustration, ça permet d'avoir une élasticité. Donc, ça permet d'avoir un bon ferrage quand tu as une action, une canne qui est beaucoup plus robuste. Mais par contre, ça va avoir une moins bonne sensibilité puis une moins bonne aussi performance autant à pêche à la traîne qu'à la dandinette, exemple à la jig verticale ou au lancer. Tandis que ta ligne tressée va être plus sensible, elle a un plus fin diamètre. Exemple, si on compare un 6 livres tressé puis un 6 livres monofilament, le 6 livres monofilament va avoir un diamètre d'environ 0,20 mm. Comparativement à, exemple, un fil tressé, 6 livres vont être aux alentours de peut-être 0,09 mm. Ah ouais, j'étais sûr que c'est Ouais. l'inverse. Fait qu'un fil tressé, grosso modo, pour la même grosseur, on va soit doubler ou même bien tripler en réduction de diamètre. Fait qu'on va être 3 fois plus petit. On va réduire notre diamètre, on va être plus sensible. Ça permet d'avoir moins de tirant d'eau, moins de tirant d'air. Donc, meilleur lancer, on lance plus loin, de manière plus précise. Puis dans l'eau, on est plus résistant. Merci de l'info. Toi, FX, là, est-ce que tu as une cuillère? J'ai pas le goût de te dire, mais tu sais, pour chaque type de pêche où tu changes constamment ton appareillage lorsque tu vas, mettons, sur un lac. Là. Bien, exemple en début de saison. Là on attaque nos lacs cales. Là, ça va se passer dans la prochaine semaine, prochain jours, les lacs vont être calés. Là, on va rentrer ses ex, ses pourvoiries, bref, l'endroit qu'on choisit. On ne sait pas trop par où commencer. On commence tout le temps, comme je disais, avec un ABC de la cuillère. On va y aller des petites cuillères, des moyennes, des grosses cuillères. Il y a plusieurs formes. Dans la prochaine chronique, on va peut-être plus parler des quincailleries. Je vais emmener mon coffre en studio et mes cannes. On va en parler plus en J'en ai un détail. calepin-crayon. Mais pour résumer, exemple, des cuillères en forme de feuilles de saule, qu'on appelle des lait clear. C'est des cuillères qui sont beaucoup plus larges. Ça va permettre, dans le fond, d'avoir une cuillère qui va avoir plus de tirant d'eau, qui va plus flotter. Il y a plus Qui de va résistance moins, dans la canne. qui va ça, moins en plus, là. creuser au fond de l'eau. Donc, souvent, les clear en début de saison, je conseille d'utiliser ça parce que ça va permettre de pêcher en surface, autant à traîne et au lancer. Parce que là, le poisson fin, donc, il est plus Oui. en haut. Parce que le poisson, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est très sensible à la température de l'eau pour la chasse, pour s'alimenter. La truite mouchetée, à partir de 48 Fahrenheit à 59, 60, 61 Fahrenheit, c'est sa température préférentielle, ce qu'on appelle la thermoclim. La thermoclim, on va la rechercher au printemps, surtout près des rivages, dans les entrées d'eau, ou aussi des plages de sable, les talus de roches de
de très faible profondeur. Exemple, de 3 à 9 pieds. Au printemps, là, exemple, quand les lacs cales, allez pas dans le 30 pieds d'eau. Commencez. Trop froide, hein. Premier conseil, tu trouves où est-ce que c'est pas trop profond, où est-ce qu'il y a des arbres submergés qui peuvent héberger de la truite en dessous, des grosses roches, des belles structures qui peuvent aussi amener de la nourriture. Par la suite, tu vérifies où est-ce que ton vent pousse. Si tu vois, exemple, que à ta tête du lac, tu as un tributaire, tu as de l'eau qui arrive dans le lac, tu vois que le vent pousse envers cette direction, va pêcher dans ce secteur parce que les sédiments du lac s'en vont envers le tributaire. Si tu vois, exemple, que le vent est nord-sud, dans le fond, il est nord, il s'en va vers le sud, va à la décharge de ton lac. Fait que ça Pêche va le vent dans le dos, là. Oui. Il faut toujours pêcher où est-ce que le vent pousse pour avoir le plus de probabilité de succès parce que le poisson est opportuniste puis il va profiter des vents pour avoir des sédiments pour essayer d'aller chercher de la nourriture au travers de ça. Écoute, c'est le volet que j'ignorais totalement. Ah le oui? vent. À Tu sais, chaque fois, à la j'en chasse, apprends, je ouais. comprends, là. Mais à la pêche, j'étais comme, c'est un facteur qui est juste tannant. Là. ce Il n'y a soit- pas de mouches ou il y a des mouches. Que ce soit au début de saison, milieu, fin de saison, le premier conseil que je donne à un pêcheur, c'est pas l'équipement, c'est le vent. Tu connais pas le plan d'eau, tu arrives sur un nouveau plan d'eau, qu'est-ce que je fais? Regarde le vent pousse où. Si le vent pousse à côté du quai, je te dis pas de pêcher sur le quai, mais je te dis, pars vers le large, fais une passe de traîne envers la rive où est-ce que le vent frappe. Par la suite, essaie de cibler des structures proches d'où est-ce que le vent frappe. Si tu vois, exemple, une cabane à castor avec des corps morts dedans, des arbres submergés, un talus de roche, des îles sous-marines, des hauts fonds, va pêcher là. Si tu vois, exemple, des plantes de potamo puis de nénuphar au mois de juin, bien, c'est des endroits que tu vas cibler. En début de saison, c'est surtout ça qu'on va cibler. Des rivages préférentiels avec une faible profondeur. Moi, je ciblais souvent les affluents, tu sais, les ruisseaux qui coulaient dans les lacs. Ça, est-ce que c'est un bon Oui, spot aussi? c'est un tributaire. C'est un tributaire, dans le fond, une aménation d'eau, dans une entrée d'eau. Ça va être très pertinent. Ça va aussi amener une variance de température d'eau. Le petit ruisseau, là, qui est, exemple, que lui, ça fait 1 mois qu'il est dégelé, là, mais il n'y a pas la même résistance à la lumière. Comparativement à un grand cours d'eau que lui, exemple, ça va prendre plus de temps à réchauffer. Le petit ruisseau, lui, va déjà être réchauffé. Fait qu'une variance de température peut amener des fois une source d'oxygénation puis une zone d'attrait pour le poisson. FX, est-ce que je peux te poser une question personnelle? Yes. Toi, FX, es-tu plus vers de terre ou pas synthétique? Je te dirais que je suis hybride. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Fait que, ma question, c'est, on rit bien, mais tu crois vraiment à ça? Ça Absolument. fonctionne? J'ai travaillé 8 ans dans une boutique de chasse à pêche, puis je vous dirais que les résultats, ils ont fait preuve à maintes reprises. Le ver, pourquoi? Parce qu'un ver de terre, ce n'est pas naturel. Le poisson est piscivore. Un ver de terre, ça vit où? Dans la terre. Ça ne vit pas dans Je l'eau. le savais, ça. Sinon, Donc- on appelle ça un verre d'eau. Fait que oui, à certains moments, dans un dégât d'eau, un déluge ou quoi que ce soit, souvent les vers de terre, ils vont avoir une aménation, ils vont arriver dans l'eau. Ouais, mais c'est Mais pas, c'est pas naturel. quotidien. Ça là. imite une larve, un asticot, c'est naturel. Oui, ça a une odeur, ça a un goût, mais c'est pas une nourriture naturelle pour la truite. Comparativement à des éphémères, des ailes granite, l'arbre de libellule, du plancton, de la sangsue, des croquerelles, du criquet, ça va être des insectes comme ça qui vont plus s'alimenter. Ou bien même des ménés, des petites truites. Parce que souvent, une truite de 2, 3 livres, 4 livres va devenir moins insectivore et plus piscivore, qui va s'alimenter de petits ménés. Mais, tu sais, quand je te parlais d'appât synthétique, tu sais, là, je sais pas le nom de ça, mais tu sais, c'est comme une petite pâte que tu peux faire, bon, une petite boule. ou Un peu short importe. nugget qui appelle, c'est comme Genre- c'est comme une guimauve Exact. artificielle. Ça compte aussi dans ton... Ça compte, mais je n'utilise pas vraiment ça pour la truite indigène. La truite en ce moment, vous pouvez l'utiliser. Moi, la truite indigène, ce que je vais utiliser, c'est des imitations d'ailes granite, des imitations de l'arbre OK, de fait que toi, libellule, tu vas vraiment dans de quelque chose nain. qui ressemble... On appelle ça sous l'hameçon, un peu comme un verre de terre, Puis il y a on une le place odeur. le plus naturel possible. Certains ont une odeur, trempe d'une odeur... L'ail, mettons. Ouais, d'ail ou Ce qu'on appelle un organique. bas pinch worm. Là, ça. Un pinch crawler. Ah, Ouais, c'est c'est ça. proche. bon. Ça, c'est On va un aller, bon. produit qui, J'ai aussi goûté l'année qui passée. a beaucoup d'odeur, une grande aménation qui va plus une odeur terreuse, mais qui attire énormément. L'odeur d'ail fonctionne super bien. On peut aussi mettre des gelées d'odeur, exemple d'écrevisses, exemple sur notre cuillère, ou exemple, utiliser une imitation d'œuf de poisson. Parce qu'on sait que les poissons pondent un œuf pour la fraie. Souvent, ils mettent une imitation d'un œuf de couleur rose ou orangée va être très, très, très performant en période de frais en fin de saison. Et en début de saison aussi, ils sont très opportunistes. On peut utiliser aussi une imitation de sangsue. Concrètement, Puis t'as ça, imitation d'œuf? oui, OK. oui. Puis ils ont même une petite odeur souvent que tu peux acheter en magasin. Ça fonctionne super bien. Puis moi, souvent, je dis aux gens, essayez-le. C'est pas à cause du verre de terre que vous allez faire une grosse pêche. C'est plus à cause de la température préférentielle de l'eau, la pression barométrique, la couleur de la cuillère ou le lac tractant,
la bonne structure d'eau, la bonne colonne d'eau. Si elle est à la bonne structure, que tu aies un leurre artificiel ou un leurre naturel, tu vas prendre autant de poissons. Et le, bien- et le vent. Et le vent. Et le vent, mais Puis je c'est dirais bien même- moins de trouble aussi. Oui, puis, tu sais, exemple, tu pars en randonnée. Mettons, tu t'en vas une pêche en randonnée pédestre, tu as 15 minutes de marche, tu te rends dans ton lac. En pourvoirie, ça arrive souvent. Le ver de terre, en début de saison, c'est parfait, il fait froid. Mais quand il fait 30 degrés, Ah non, tu t'amènes la glacière à ouais. poisson, tu mets ta boîte de verre. Si tu ne pêches pas à mouche, puis il faut que tu pêches au lancer léger, il y a plusieurs alternatives. Tu peux prendre un petit poisson nageur, tu peux prendre une cuillère tournante, une cuillère ondulante combinée à un leurre artificiel avec un bas de ligne. Tu sais, il y a Ah non, tu peux plusieurs t'amuser, là. techniques, il y a plusieurs technicalités pour mener à une pêche réussie. On n'est pas obligé de passer par le verre naturel. C'est révolu de dire qu'il faut pêcher 100% avec un verre naturel, un verre de terre pour faire une pêche. De nos jours, les gens, oui, on a une culture conservatrice ben oui, au niveau de la ben oui. pêche. C'est des mœurs, c'est des coutumes, mais il faut être appelé à essayer le changement. Puis tu peux le, Mais tu peux le réutiliser en plus. Comme oui, puis c'est biodégradable. Tu sais, c'est pas dangereux pour l'écologie. Écoute, on revient au début de saison. Quelqu'un se présente. L'ABC de base, c'est quoi? Ça prend une cuillère, des verres. Premièrement, comme j'ai dit, la Qu'est-ce que tu lui prospection, conseilles? structure d'eau, pêcher dans 3 à 9 pieds d'eau. Après ça, des leurres pas pesants, donc que ce soit des petites cuillères tournantes, des petits poissons nageurs, des cuillères de 2 pouces à 3 pouces, exemple des Toronto Wobblers. Sinon, on peut utiliser la ligue clé couleur en forme de feuille de saule. Bas de ligne, un bas de ligne avec un émerillon à billes. On met un émerillon à billes, un swivel, en bon français, en haut et en bas de la cuillère. Derrière, on met un hameçon français, un hameçon président, entre 18 et 24 pouces, avec un hameçon de grosseur 4 à 8. On met soit le ver de terre ou l'appât artificiel. Puis je conseille de commencer toujours au lancer. Quand vous allez arriver, exemple, en début de saison, si vous voyez qu'il y a des belles structures, faites 4-5 lancers dans la structure. Vous pouvez essayer d'autres leurres. Par la suite, on fait une belle pause de traîne. Fait que, ça serait ça mes techniques. Là. Puis moi, j'ai toujours mis en haut, avant ma cuillère, le swivel, je mettais une mouche Oui. avec un verre dessus. Est-ce que tu le conseilles, ça? C'est là où je m'en allais. C'est une technique qui On est reliés. Oui, la mouche est très pertinente à Ah, ça, c'était utiliser. triché, moi. La mouche est très pertinente à utiliser plus l'eau se réchauffe. OK. Pas en début de saison nécessairement, mais quand début juin arrive, l'eau se réchauffe un petit peu. Là, on tombe dans le 53, 54, 55, 56 Fahrenheit. Le poisson est dans sa température préférentielle, autant en surface qu'en profondeur Fait intermédiaire. que là, tu vas chercher toutes les straps. Fait que là, de 0 à 15 pieds, le poisson est réceptif. Bien là, les éclosions de nymphes arrivent, les éphémères. Fait que là, les mouches, ils vont en avoir les habitudes alimentaires du poisson au quotidien. Fait que si tu mets une mouche plus haut, la cuillère, le poisson le voit de loin, pense que c'est un prédateur qui court après une proie. Là, il voit la mouche, puis il voit un autre attractant en arrière. Souvent, il ne ira même pas au vers de terre, il va aller à la mouche directement. Ça amène beaucoup de provocation, puis ça amène un stratagème beaucoup plus réaliste. OK. Fait que la mouche, du début juin à la fin de la saison, super bon. Au printemps, je ne dis pas que c'est pas bon, je dis juste que ça va être peut-être un petit peu moins provocateur en début de saison. Est-ce que tu mets un verre sur ta mouche? Quand la pêche, pas tout. quand la pêche On va essayer, est, hein, quand la peut-être. pêche est difficile, je vais en mettre un juste pour l'odeur. OK. Mais sinon, j'en mets pas parce que ça nuit à l'action de la cuillère, de la mouche. Parce que tu caches la mouche avec le verre. Ton littéralement. odeur. Ben, je mets juste un petit morceau peut-être d'un quart de pouce. Un autre petit truc que je vais donner, Hey, il est à l'aise, là. Oh, Ah Let's ouais, go, il est on là. l'a réveillé. exemple, tu prends un pinch crawler, là, les pots de verre artificiel, puis ceux-là qui sentent l'ail. Vous coupez un morceau, là, l'équivalent juste d'une petite guimauve, là, peut-être d'un huitième de pouce. Vous le mettez au bord de l'ardillon de la mouche, jusqu'à une petite odeur d'ail qui se diffuse autour de la mouche. Ça donne du résultat. Dernière question pour toi, mon cher. Quand est-ce que tu nous amènes pêcher? Ouais, ça fait 4 saisons. On attend encore. En juin, il faut planifier ça. Hey, François-Xavier Thibault, merci beaucoup. Encore une fois, fort pertinent, fort intéressant. Ça fait plaisir. Puis, bonne pêche tout le monde. Aujourd'hui, au vestiaire Ligue majeure, on a décidé de se faire un cadeau. On va Pourquoi recevoir, pas? Mathieu, la plus grande le plus grand fan du Canadien de Montréal que moi je connaisse. Un mais fan peut-être significatif, comme disait Martin Saint-Louis. un vrai de vrai, tu sais, qui est dans la bonne chaise. Et j'ai parlé de nul autre que Maxime Jaudoin. Maxime Jaudoin, bienvenue au vestiaire. Les boys, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait grand plaisir de pouvoir vous commenter finalement tout ce que vous voulez sur la scène flanelle. Ça me fait chaud au écoute. cœur. Premièrement, on veut s'assurer que tu vas bien. T'es remis de tes émotions, pas trop déçu de la défaite du Canadien. Non, écoute, moi j'y croyais, j'avais prédit Montréal en 7 parce qu'on l'avait fait à l'époque en 2010, le printemps à Lac, mais finalement, la logique a été respectée, puis il faut juste être content
d'être dans les séries parce qu'au départ, on parlait juste du mix. Hein? Fait que c'est du bonus. Ça. Ben, le mix, c'était entre 7 et 9, là, tant qu'à moi. Là. Pour vrai, c'était ça le fameux mix. Il était dedans. Il était dedans. Maxime, je veux savoir. Bon, toi, tu as fait une prédiction de fans, c'est correct, pas d'experts, parce que tout le monde les mettait sortis en 5 ou 6. Mais est-ce que tu es quand même surpris de ce que tu as vu? Quels sont les côtés, on va y aller dans le positif avec le Canadien en série? Ouais, oui, j'étais surpris comme tout le monde parce qu'au départ, de un, on disait le mix, mais personne ne s'attendait à aller voir de un dans le portrait. Deuxièmement, la séquence de victoire, elle a commencé un peu au fait. Souvenez-vous, au jour de l'an, c'est là que ça a parti. Après ça, quand on est revenu de la confrontation des 4 nations, il y a eu une espèce de bulle qui s'est fait là, puis on a commencé à jouer. Slafkovský s'est mis à marquer, l'équipe s'est mis à aller du bon pied. Là, on a eu une tendance à aller vers l'avant. Oui, par contre, pour se classer en série, il a fallu attendre le dernier match. Il faut dire qu'à Montréal, on aime ça attendre jusqu'à la fin pour avoir l'émotion. Mais honnêtement, oui, j'ai été moins surpris qu'on fasse les séries. Puis là, d'un côté, c'est un beau problème parce que là, l'an prochain, on peut plus juste parler du mix. On a fait les séries cette année, fait que l'an prochain, on est comme un peu condamné à les refaire. Là, j'ai hâte de voir comment est-ce que l'équipe va se comporter après avoir justement vécu ce moment d'émotion-là. Mais qu'est-ce qui a manqué, selon toi, pour que le Canadien n'ait pas cherché cette série-là? Parce qu'ils ont été dans le coup quand même, tu sais. Attends, c'est-tu parce qu'ils ont juste pensé que Demidov allait tout changer? Non, j'ai rien dit, on laisse l'expert. Mais écoute, le match numéro 2 en prolongation aurait pas allé d'un côté comme de l'autre, là. Mais il est allé de l'autre. Oui, effectivement. Ben, tu sais, l'arbitre Demidov, oui, c'est sûr que bon, il y a eu une espèce de moment médiatique incroyable sur l'arbitre Demidov, on ne se le cachera pas. Je pense qu'il a aidé l'équipe. Par contre, Demidov, honnêtement, c'est pas en le faisant jouer avec Laine et New York que ce gars-là allait produire, ça c'était écrit dans le ciel. Mais sinon, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas d'expérience. On était un peu moins gros. Malgré tout, on a tenté de répliquer. On a vu dans le match à Montréal, entre autres Anderson, puis tout ce que tu veux, qui ont tenté de mettre la bougie d'allumage. On a ramené Xhekaj dans les matchs 3 et 4. Ça, j'étais content qu'on le fasse parce que pour moi, Xhekaj n'aurait jamais dû sortir de l'alignement malgré les quelques erreurs qu'il a faites. Mais je pense qu'on a manqué de jeu un peu en fin de série. Puis ça nous a coûté, là, on l'a vu à la fin, là, ça nous a coûté. On a manqué de gaz dans le canisme, ça a coûté un petit peu la série malgré tout. En de profondeur, le deuxième trio du Canadien, qui est Anderson avec Gallagher, Dvorak, était l'équivalent du quatrième de Washington. Donc, il a manqué aussi un petit peu de profondeur, je pense. J'ai le goût de te dire qu'il y a aussi un petit problème de coaching. Puis c'est pas pour tirer la pierre à Martin Saint-Louis qui fait un travail exceptionnel, je te l'ai dit. Tout au long de la saison, j'ai quand même été pas élogieux, mais jamais dit ça. Je soulignais le bon travail de Martin Saint-Louis. Ça me faisait mal à chaque fois, mais j'ai l'impression que ça lui prend un vétéran entraîneur avec lui pour justement prendre des décisions durant un match. Parce que pour moi, là, que Xhekaj n'ait pas été là quand on le sait, au moins au deuxième match, à partir du deuxième, quand on sait que c'est physique, quand on sait que Lane Hudson, mais tu sais, il est petit encore. Puis j'espère pour lui qu'il va prendre la masse. Puis je suis pas inquiet, là, ça reste un très bon joueur de hockey. Il s'est jamais défilé. Exactement, mais tu sais, t'as Gallagher aussi qui est petit, t'as Cole Caulfield qui est petit, puis t'as Tom Wilson qui est excessivement gros, puis en série il est encore plus gros, puis t'as Ovechkin qui joue encore plus gros. Il fallait réagir, il fallait peut-être modifier des lignes, et Maxime a raison, tu sais, Demidov, on l'a, rendu là, on le sait, là, on était tous conscients que le Canadien n'allait pas gagner la Coupe cette année. Fais jouer Demidov, montre-nous qu'est-ce que tu peux faire, justement. Mais tu peux pas miser sur un gars de 19 ans pour gagner une série. Non, mais tu gagneras pas la série. Si tu gagnes, c'est l'équipe Cendrillon, selon moi. Donc, essaie des choses. Là, on le sait que l'année ne sera plus là. Je pense qu'on peut tous mettre nos billes sur Demigod pour les intimes. Mais tu sais, je pense que ça va prendre un entraîneur avec Martin Saint-Louis de pas le tasser, mais juste de l'aider à coacher durant un match. Mais qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Lui, Martin Saint-Louis, est aussi devenu un meilleur entraîneur. Il a pris de l'expérience. Oui. C'est un des plus anciens dans la Ligue avec son équipe actuellement. Oui, bien, tu sais, il y a un peu 2 à 3 éléments là-dedans pour faire du pouce sur la phase précédente. À Montréal, on l'a vu, il nous manque une deuxième ligne au complet. On n'a pas de deuxième centre. On a fait des tests avec New Hook. À l'aile au centre, ça n'a pas marché. Je me demande encore ce gars-là où est-ce qu'il peut jouer. Visiblement, ça serait plus à l'aile de ce qu'on a vu en fin de saison. Laine, malheureusement, ce gars-là aide personne. C'est malheureux, là, mais tu sais, oui, il est bon en avantage numérique. Il a marqué des buts qui nous ont aidés, je lui donne ça. Mais à part de ça, il y a de la misère à tirer. Puis, à 5,5, il est absent. À 55 qui est absent, puis on s'entend que payer un gars 8 millions et plus pour uniquement faire de l'avantage numérique, ça n'a aucun sens, ça ne marche pas.
Martin Saint-Louis, prolongation. quand même, nomination pour le trophée de l'Académie parce qu'il a amené le club en série. Mais là, bon, est-ce que le coaching staff, le groupe d'entraîneurs serait à remodeler? Ça va être à la direction de juger si jamais il y a besoin d'un gars de plus. Tu sais, un gars de plus d'expérience, évidemment, ça ne peut pas nuire, mais est-ce que à quel point ça pourrait aider davantage que d'amener peut-être des joueurs avec un gabarit de plus? Ça, je me pose la question. Puis ce matin, j'ai écouté un petit peu le bilan de Ken News en conférence de presse, puis visiblement, j'ai l'impression que l'année, on va l'avoir encore l'an prochain. Le problème, c'est où est-ce que tu le mets? Puis on l'a vu, l'avantage numérique en série. Lorsque l'année a été blessé, on a mis Demidov, t'avais Coffey là-dessus. La rondelle se promenait beaucoup plus qu'avec l'année. Il n'enlève rien, mais tu sais, un gars qui attend dans son bureau, qui attend que la rondelle vienne, j'en connais un qui peut le faire à tout moment. Il s'appelle Alexander Ovechkin. Il s'appelle pas Patrick Laine. Fait que ça, j'ai encore un petit peu de misère. Puis Patrick Laine, je l'admets, là, je l'ai critiqué à brûle pour point toute la saison. Il a marqué des buts importants, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est à lâcheté ou son manque d'effort. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas juste uniquement dire « j'ai fait des buts importants sur l'avantage numérique, gardez-moi ». Ça prend plus que ça. Tu sais, c'est là, dans mon cas, mon inquiétude a été là pas mal tout vers la fin de la saison. Oui, il a contribué à amener le club en série. Il faut le voir positif. En là. avantage numérique. Hey, Montembeault, sa blessure, est-ce que ça l'a joué? Ça a un gros impact, tu penses? Ben oui, parce que Montembeault, c'est le gardien. Il y a encore du monde qui se demande est-ce que c'est vraiment un numéro 1. Dans notre circonstance, c'était le numéro 1. Oui, je sais que automatiquement, Phil allait lever, mais de toute façon, Phil, c'est rare que je te vois pas lever la main quand on parle du TH. Mais tu sais, Montembeault, honnêtement, puis on l'a vu dans le but. Un des buts qui a été marqué à Montréal, un revirement de Jacky, mais c'est parce que Montembeault, sur le but qui a été fait, là, il était blessé, il ne pouvait pas se déplacer. Fait qu'à un moment donné, j'essaie de mettre ça le plus égal possible avant de critiquer un joueur complètement. Mais pour la première fois, par contre, Jacob Deberche, on avait confiance. Si ça avait été Primo qui a rembarqué, peut-être que nous, on en a joué plus sur la défensive, mais Deberche a prouvé qu'il était un gardien numéro 2, peut-être pas un numéro 1. Ça reste à voir maintenant. Est-ce que le CH, par contre, a 2 gardiens numéro 2 ou vraiment 1-1 et 1-2? Ça, encore une fois, ça va être dans l'évaluation. Mais moi, j'avais confiance en Dobes, puis c'est pour ça que je pense que l'équipe n'a pas trop paniqué malgré tout. Puis, mais Montembeault, comme Dobes, je constate qu'ils ont joué des... Tu sais, pour un numéro 1, quand tu sais que ton gardien numéro 2 peut faire des grosses minutes, tu peux aller te chercher des maps, c'est encourageant. Et beaucoup plus qu'on aurait eu au début de la saison avec Montembeault Primo. Ça, c'était deux marges de manœuvre carrément différentes. Je suis d'accord avec Max. C'est beau. Dobes a fait les arrêts, même des arrêts solides là, pendant les derniers matchs. C'était incroyable ce qu'il a fait. Il a sauvé les meubles à plusieurs reprises. C'est juste que je dis que Montembeault, OK, parfait, on veut donner une étiquette de numéro 1, mais on est-tu obligé de faire ça? Je veux dire, l'année où Boston était bon, là, c'est quand Swayman et Ullmark alternaient selon les performances. C'était 2 numéro 1 aussi, ça. Ben oui, mais on peut faire ça aussi. Mais Montembeault, on peut le faire. Mais Montembeault, il est stade de numéro 2. Numéro 1, excuse-moi. Oui, mais il a joué énormément. Ben oui, puis comme un gardien de but numéro 1. Oui, mais 62 matchs, je pense, c'est trop pour un joueur. Mais Puis Dobes, peut-être, justement, on l'a surutilisé à la fin de la saison. Puis peut-être qu'il y avait un petit bobo, quelque chose, puis ça a tiré là. C'était nécessaire. Si tu as une meilleure équipe qui marque plus de buts, tu peux utiliser ton gardien de but. Tu peux le faire garder 50, 60 matchs. Tu ne fais pas dépasser les 60 matchs. Puis là, il arrive en série plus frais. Dobes, il a eu une bonne saison, il a eu des creux de vague. En série, il était bon. Mais il a aussi causé certains buts parce qu'on a vu son manque d'expérience. Donc, c'est sûr. Puis écoute... Puis, si je peux rajouter, les gars, là-dessus, parce qu'on parle de Montembeault, je pense que Montembeault peut avoir l'étoffe de numéro 1 dans le cas où ta défensive en avant de toi est un peu plus serrée. Ce que je veux dire, Mike Madison, qui a joué à peu près 30 minutes par match, ça, c'est beaucoup trop, c'est un petit peu surutilisé. Alexandre Carrier, par contre, qui s'est amené dans l'échange de Byron, est venu stabiliser défensivement, mais la défensive, quand même, puis on l'a vu en série, elle avait des lacunes. Peu importe les joueurs, Savard, on l'a vu, le corps, malheureusement, ne suivait plus. À un moment donné, il y a des gars qu'on utilisait beaucoup trop. Strobel, qu'on a vu en défensivement, moi, je n'étais pas d'accord à faire jouer Strobel au détriment de Jacky. Je pense que Strobel a une place dans l'avenir à Montréal, quitte à le faire jouer Jacky. Je pense que j'aimerais ça avoir un duo Jacky-Strobel, mais de le faire jouer au détriment de Jacky, ça, c'est la chose que je n'étais pas d'accord. Donc, avec une défensive peut-être plus soutenue, est-ce que là, Montembeault pourrait avoir des stats de numéro 1? Potentiellement que oui, puis on sert le tout. Parce que Jacky, il est quand même arrivé dans sa zone. Oui. Oui, il est gros, mais tu peux pas l'envoyer contre n'importe qui. C'est un peu ça le problème. Non, mais tu peux, c'est ça, on gère le banc. On gère le banc en fonction de ce qu'il va donner comme performance. Puis tu sais, faut pas le critiquer quand il se fait passer par une fois, 2 fois. Tu sais, ça arrive à Hudson aussi de garder trop longtemps la rondelle. Les gars, en terminant, je vous pose 2 questions.
Bon, je sais déjà la réponse d'un certain, là. L'année prochaine, le Canadien est en série. Mieux que cette année, à 8, 7e place, 6e place, si oui ou pas de série du tout. L'autre question que je veux savoir, c'est si on a une mauvaise séquence de défaites, est-ce que Martin Saint-Louis va rester à Montréal? Ah, pas de doute qu'il va rester à Montréal. Pas de doute pour toi? Aucun doute qu'il va rester à Montréal. Fan numéro 1? Ben oui, je pense qu'il va demeurer parce que en nomination pour la Jack Adams, ça serait mal vu de congédier la prochaine saison. En tout cas, Montgomery, il n'a pas gagné présentement, Jack ce qu'on Adams. nous démontre, Merci. c'est en ligne vers ça. Ce qu'on nous démontre, je dis pas que j'ai la raison absolue, mais ce qu'on nous démontre, c'est en ligne un peu vers ça. Est-ce que maintenant, on va faire les séries? Honnêtement, comme je dis tantôt, on est un peu condamné à le faire parce que là, cette année, on les a fait. Fait que l'an prochain, qu'est-ce que l'équipe et les fans vont s'attendre? On veut les faire. Là, par contre, pour ça, gros été à venir, pour aller chercher des gars un peu plus robustes. À la défensive, ça va penser à la retraite, il faut amener des joueurs un peu plus d'impact. Et ça va passer, je pense, par des transactions ou les signatures. Puis encore là, Ken News, ce matin, a dit on veut bâtir une équipe avec le plan de remporter la Coupe Stanley. Parfait. Ton plan, c'est ça, excellent. Mais par contre, tu ne pourras pas y arriver uniquement en te sur ta relève. Pour ça, ça prend des transactions si tu es capable de le faire et ça prend des signatures de joueurs autonomes. Parce que si tu fais uniquement sur une reconstruction que Buffalo, ça fait peut-être 15-16 ans qu'ils sont dans le coup, mais là, tu retardes, puis tu n'as pas le choix. Fait que l'an prochain, c'est les séries ou rien, mais on n'a pratiquement pas le choix, sinon, ça va être une déception intense. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu as des choses qui se sont confirmées. C'est sûr. Tu as une bonne première ligne avec Caulfield, Slavkovski, Suzuki. Tu as un bon premier défenseur avec Hudson. Manque Puis 3 autres tu as un bon top 4 avec Goulet. Voilà. Écoute, Max, merci. En terminant, Maxime, qui gagne la Coupe Stanley? Oui. C'est bon aussi. Hein? Pas pire, hein? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense encore que j'avais dit que le gagnant Colorado-Dallas allait se rendre jusqu'au bout. Ça va être Dallas. Les Jets qui ont fait une surprise assez particulière contre les Blues. Colin, en finale, je vais y aller avec Colorado Dallas dans l'Ouest et potentiellement, je pense que je vais mettre les Panthers dans l'Est. Pas que Toronto ont des chances, mais comme je déteste Toronto, j'ai pas envie de les prendre. Fait que je vais y aller avec les Panthers puis Dallas pour en finale de la Coupe. Qui gagne la Coupe? Je vais y aller avec Dallas. Je pense que la Coupe va être dans l'Ouest cette année. Dallas, comme dirait Bob des Boys, sont gros, sont forts, ça patine. Fait que je pense que ça va être Dallas. Là. Et le Canadien gagne la Coupe dans combien d'années? Vérita, là, ça, c'est un peu une prédiction en l'air. Mais écoute, je vais te dire, mon beau-frère a pris les billets de saison, il attend 3 ans. Fait que je vais dire, dans un horizon de 3 ans, peut-être qu'on va être capable de du moins aspirer au grand honneur. Ah, Maxime, garde ta belle naïveté et je te souhaite une Coupe Stanley. Merci, Maxime. Merci, les boys. À la prochaine. Après avoir eu les prédictions de Maxime Jaudoin, notre expert CH... Neutre. Neutre, nous allons parler de la deuxième ronde des séries, Matt. Écoute, on a eu un match d'anthologie hier. Quelle première ronde? Quelle première ronde? Souvent à la maison, vous riez parce que nos prédictions sont vraiment pas bonnes. Cette année, édition 2025, je vous donne les résultats. Première ronde, prédiction réussie par Philippe, ça c'est moi, 7 sur 8. Mathieu, 6 sur 8. C'est une grosse année cette année. C'est une grosse année. Et là, prenez des notes. Misez tout ce que... Non. Prenez des notes parce qu'on va y aller pour la deuxième ronde, mais un petit retour rapide sur la première ronde. Quel match t'a surpris le plus? Écoute, je vais te surprendre, là, mais Winnipeg-Saint-Louis, quelle belle série, hein? C'était... Ben, écoute, Hellerbuck des s'est septièmes levé. matchs, là, c'est tout le temps bon. Écoute, Hellerbuck s'est levé dans la prolongation. Mais en partant, là, 2 buts en 3 minutes. Puis il restait 3 secondes, puis ils ont marqué. Prolongation, et Hellerbuck s'est levé dans les 2 prolongations. Il a gardé comme il n'a jamais gardé en série. Ben, en fait, tu l'as dit, moi, c'était mon point. Il a gardé comme il gardait dans la saison régulière. Exactement. Parce qu'en série, c'est ordinaire. Puis c'était un petit peu plus permissif côté arbitrage. Oui, hein? oui. Je sais pas si tu as remarqué. Mais tu sais, puis ça, on l'a dit, là, les fans du Canadien. Ah, l'arbitrage, mais regardez c'est les comme autres ça matchs. partout. Hier, c'est encore pire de ce que j'ai vu pour les 2 périodes de prolongation. Oui. Le sifflet était brisé, je pense, ou inexistant. C'était digne des arbitres remplaçants de notre ligue de garage. Là, tout était incroyable, mais je veux vous parler d'un autre point. Tu sais, quand on dit que la foule à Montréal est exceptionnelle, c'est vrai. Mm-hmm. Mais tu parles du white-out. Oui, on peut pas dire qu'ils sont... Il y en a d'autres qui sont bons. Et les gens de Winnipeg, je leur lève mon chapeau. C'était extraordinaire de voir J'ai été là un an, c'était débile. Là. Le but égalisateur, c'était
Je vais m'en rappeler quand même toute ma vie parce que c'était incroyable comme déviation. là. L'amphithéâtre, là, il est construit pour être bruyant en plus. Donc, l'ambiance au MTS Center, elle est incroyable. là. Honnêtement, Mathieu, j'espère. Puis autre chose, on a 3 clubs canadiens en deuxième ronde. C'est pas arrivé depuis plus de 20 ans, je pense. Ah, ça, c'est vraiment ça. C'est Surtout avec ce qui se passe avec encourageant. États-Unis et Canada. Bref, la première ronde est terminée. Bravo pour tes prédictions. Toi de même, bravo pour tes prédictions. Allons-y pour la deuxième ronde qui risque d'être aussi palpitante. Puis on va commencer par Toronto, Floride. Gars, je me lance tout de suite en disant que Toronto ne m'a pas encore impressionné. On failli l'échapper encore Ben une fois. oui. On va dire que c'est Toronto. Oui. Je pense quand même que Toronto va remporter, mais ça va se rendre en 7. Et le pourquoi, c'est que justement, il y a la fatigue du côté de Floride. Mais, tu sais, pile ou face, le 7e match, il va arriver. J'ai hâte de voir, mais Toronto en 7. Moi, j'y vais. Ah ouais? Ouais. Moi, je vais Floride en 6 et je prends pour. Je trouve que les deux, côté attaque, c'est pas semblable, mais c'est deux forces. Ouais. Deux bonnes défensives, mais devant les filets, Floride est bien meilleur que Oui. Toronto. C'est là que ça va jouer. Donc, Toronto en 6. Excuse-moi, Floride en 6. Hey, ça commence bien. Washington, Caroline. Washington en 6. Ah ouais? Ben oui, Caroline, Mais ils m'ont pas. ils m'ont pas passionné non plus. Mais moi, Caroline m'a pas impressionné. Quand même un peu plus, là, parce que contre les Devils, je m'attendais un petit peu plus des Devils, Ouais, mettons. ben, Deva, ben, c'est parce qu'il y a tellement de blessures. Mais avec Mathieu, les le Devils. Canadien a quand même a été dans le coup tout au long de la série. Mais à un moment donné, Thompson, excuse-moi, il s'est mis à garder les buts. Il a, À la arrêté fin? il a arrêté de nager dans son filet. Cette équipe-là a le momentum. Tu sais, on a parlé au début, si le Canadien était allé chercher un match à Washington, ça aurait changé la donne. Oui. Mais ils ont gagné quand c'était le temps, ils ont été bons. C'est un club qui est bien construit, qui est complet, qui est costaud. Donc moi, j'hésite encore, mais je pense que Washington va se rendre en finale de la Coupe Stanley. Caroline en 7. Ah, de longues séries. Puis tu parlais de deux équipes qui se ressemblent. Moi, je trouve qu'ils sont quand même faits pareil, un peu physique, mais pas toutes les lignes. On va jouer beaucoup le banc aussi, selon les matchs. Donc, j'ai hâte de voir Caroline en 7. Écoute, là, on n'est pas pire. On est à 2 Ça- specs total. Oilers contre Vegas. Hein? C'est la série qui m'embête le plus. Écoute, À cause d'un certain gardien de but des Oilers qui a encore un problème. Et voilà, quoique Eden Hill est un petit peu meilleur, mais pas nécessairement autant dominant. Winnipeg, les Oilers ont une bonne attaque défensive correcte. Vegas, on dirait qu'ils ont un gros premier trio, Ouais. mais on dirait qu'il manque un peu de profondeur après ça. Je suis vraiment embêté. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, là, c'est même pas neutre, là. Je veux que le Canada gagne. Je veux qu'on y aille à fond avec les Oilers. Je me dis, il y a Toronto qui est dû. Ben les Oilers aussi sont dus, tant qu'à moi. Puis, ils l'ont prouvé. Ils ont déjà gagné. Oui. Puis Vegas n'a pas été particulièrement impressionnant Ben, contre Minnesota. J'y vais Oilers en 6. Oilers en 7. OK, c'est correct. Et la dernière, Finalement- et non la moindre, celle-là m'a fait beaucoup de peine. Ben, Colorado-Dallas, là, j'espérais vraiment que Colorado passe. c'était digne d'une finale de Coupe Stanley. Mais tu sais, Rantanen, Il est choqué. Je pense qu'il était choqué. c'était le pire. La pire affaire qui pouvait arriver, c'est un tour du chapeau Mais- de Rantanen. Je comprends Colorado. Ils ont vu à long terme. Ils se sont dit là, il est bon. Court mais terme, ça a fait plus tard, mal. ça va... Ben, exactement. Est-ce que ça va coûter les meilleures années de McKinnon? Peut-être. Nekash n'est pas mauvais, mais il n'est pas dominant comme Rantanen. Donc, je pense qu'ils vont peut-être s'en avoir les doigts. Ceci dit, Dallas s'en va en finale de la Coupe Stanley. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'ils vont... Ouais. Moi, Non, je suis... Dallas en 5. Winnipeg en 6. Oh, mais je pense que Winnipeg, ils vont manquer de profondeur. C'est un bon Ben, club de saison, mais tu sais, deuxième, ils n'ont pas de gros deuxième, troisième trio. Matt, Je pense qu'ils vont manquer. Elle est bas. Oettinger, c'est pas mauvais non plus, là, à Dallas, c'est comme gardien. Oui, je le sais, mais en tout cas, je gage. Canada Dallas en go, 5. Canada go. Et en terminant, Mathieu, il y a quand même une bonne nouvelle. Puis c'est arrivé là, dernièrement. Sidney Crosby qui va rejoindre l'équipe canadienne. Ben écoute, Marc-André Fleury Fleury. qui va rejoindre l'équipe canadienne. Et je veux juste te rappeler, il y a 2 semaines, ce que je t'ai dit. Puis j'ai hâte de voir si j'étais quand même pas si loin de ma prédiction. J'avais dit, Minnesota va gagner si Marc-André Fleury garde les buts.
puis ils n'ont pas gardé. J'espère qu'il va garder les buts un peu plus pendant le championnat du monde parce que je veux voir ce qu'il y avait dans le Il n'a ventre. jamais porté l'uniforme du Canada. Exact. Je pense qu'il veut. Là, c'est vraiment un dernier trip. On va dire Ah, carrément oui, comme oui, ça. mais là, Les boys Crosby ensemble, aussi, Crosby, là. Fleury veulent jouer ensemble la dernière fois. Marc-André Fleury, c'est sa dernière chance de porter l'uniforme du Canada. Il l'avait porté aux Olympiques, mais il n'a pas gardé les buts. Donc, j'espère qu'il va être gardien partant. Ah, puis attends de voir, là, les Letans, tout ça, il y en a qu'une couple qui Mais- vont embarquer dans le bateau. là. Et ça rend le tournoi intéressant. Oui, entièrement d'accord. Ah ben, c'est déjà tout pour nos prédictions. J'espère que vous avez pris des notes à la Prédiction maison. gagnante. Oui, des prédictions gagnantes, chose qu'on n'a pas fait dans les autres saisons. On s'améliore avec le temps. c'est Exact. aussi, hein? Et merci bien sûr à nos invités qui sont nombreux, toujours aussi pertinents, Maxime Jaudoin et M. Savard aussi. Et on se retrouve, nous, dans 2 semaines pour voir si on est dans le champ ou si on est direct dessus. Merci Dans 2 beaucoup. semaines.